Bonjour tout le monde. Alors, bonjour Claude. Bonjour Marco. Déjà rendu à notre 4e émission. Eh oui, déjà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Ben, aujourd'hui, on va regarder les télescopes robotisés, mais commerciaux. OK. Qu'est-ce qu'on va voir avec les télescopes robotisés commerciaux? Ben, on va regarder un peu la technologie où on en est rendu aujourd'hui. Parce que si on a des télescopes robotisés, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a avancé. Puis on va regarder aussi, ben, c'est quoi un télescope robotisé, hein? Puis on va regarder aussi depuis quand ça existe. On va regarder différents modèles. Puis on va essayer de voir lequel qui est le mieux adapté pour quelqu'un qui veut commencer. Parce que c'est quand même pas évident, là. Il y en a de tous les prix et il y en a de toutes les possibilités. Commençons par la technologie, Claude. Donc, à quelque part, j'imagine que cette technologie-là est encore là pour nous faciliter les choses. Oui, ben c'est ça. Avec le temps, on voit que l'informatique, la micro-miniaturisation fait en sorte que l'électronique est de plus en plus performante, consomme le moins d'énergie possible et tout va de plus en plus vite. Hein. Donc, les systèmes... puis ils sont moins compliqués que c'était parce que l'électronique est beaucoup plus puissante, hein, permet de faire des choses quasiment par elle-même. Donc, c'est quoi, en bout de ligne, un télescope robotisé? Ben oui, c'est quoi? Un télescope robotisé, c'est un système de détection qui effectue des observations sans l'intervention humaine. Mais attention, on dit pas que l'humain fait rien. L'humain va souvent partir la procédure, va tout mettre ça en place, part la procédure, et après ça, c'est le logiciel qui, lui, il fait tout le travail. Toi, à la limite, tu peux y te coucher, tu peux aller à une soirée, tu peux aller à un souper, tu peux vaquer à d'autres occupations. Tu peux faire d'autres choses. Tu peux en avoir confiance. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça, il faut peut-être pas mélanger les télescopes robotiques et les télescopes qu'on appelle distants. Distant, c'est qu'on peut accéder à notre instrument à distance. Parce que souvent, il y en a qui sont distants, mais ils sont pas automatisés. Ça demande une surveillance. Ça demande une surveillance constante. Faut que tu sois sur place, faut que tu sois là. Puis Alors, depuis quand que ça existe, ça, les télescopes robotisés? Ça n'existe pas depuis si longtemps que ça. Les premiers télescopes robotisés sont sortis, je dirais, ça fait peut-être une dizaine d'années. Et le marché était quand même très dispendieux, c'était très nouveau, ça a coûté cher en développement, en recherche et développement. Donc, puis aussi au niveau de la grosseur des objectifs, puis tout ça, c'était quand même limité, parce que là, sans ça, si tu mets des affaires à 10, 15, 20 000 $, c'est pour l'élite. Et dans le fond, les télescopes robotisés ont tout le temps été perçus, ont tout le temps été mis en place pour favoriser que monsieur, madame, tout le monde l'achète puis qu'il fasse des choses intéressantes. Donc, quelle sorte de télescope qu'on peut rencontrer sur le marché de type d'un télescope robotisé? Ben c'est ça. Comme je disais, le premier qui est sorti, c'est le Stellina. Ça doit faire à peu près peut-être une dizaine d'années. C'est quand même assez dispendieux. On a aussi le Vespera, qui est comme un modèle, c'est un deuxième modèle, ça, qui a été sorti, qui est un peu plus économique, un peu plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Et par la suite, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle le Dwarf. Dwarf, ça veut dire un nain, hein. Il est vraiment tout petit, ce télescope-là. Et finalement, tout chaud sorti là, de la fabrique, là, c'est le Seastar qu'on a reçu, nous autres, qu'on avait commandé au mois de mai. Hein. Mais on voit quand même que la forme des télescopes est quand même différente un petit peu de ce qu'on est habitué de voir. Ouais, ben c'est ça, c'est bien, mais grosso modo, on voit tout que c'est un peu le même style de monture. Tu sais, on a parlé dans les autres émissions des montures azimutales. Oui. Ça veut dire que azimutale, ça veut dire que le télescope ne se déplace que de façon horizontale et verticale. OK. Bon. Et ils sont tous organisés comme ça, mais c'est ça. Donc, juste pour comparer les quatre rapidement, si on regarde le Stellina, le Vespera, le Seastar et le Dwarf 2, parce que bon, le Dwarf 1, lui, est dépassé, ils ont sorti le Dwarf 2. Alors, ça part quand même de 4 000 $ à
$395. Ah, une bonne différence. Et écoute, là, c'est 10 fois le prix, là. Oui. C'est 10 fois le prix. Alors, dans le fond, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ça vaut 10 fois plus cher? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde, pour, mettons, et les prix qu'on voit présentement, c'est des prix américains, hein, c'est en argent américain. On peut en rajouter une petite coche, là. Oui. Ouais. Mais ça donne une bonne idée quand même. Mais ça donne une très bonne idée, c'est ça. Donc, au niveau de l'ouverture, maintenant, si on regarde la grosseur de l'ouverture de l'objectif, d'ailleurs, ce sont tous des objectifs, hein, c'est pas des télescopes avec un miroir, ce sont des lunettes. OK. Ça veut dire qu'il y a une lentille au bout. OK. Et il y a le Stellina, qui est un 80 mm, ça c'est quand même assez majeur, c'est intéressant. Le Vespera et le Seastar, c'est 50 mm. Ça veut dire 2 pouces, c'est quand même bien. Et le Dwarf 2 est à 24 mm. Alors ça, c'est... Plus l'ouverture est grande, plus il capte de lumière. Hein, plus tu captes la lumière et plus tu vas aller chercher des objets avec une résolution aussi, ce qui est important. OK. Et si on regarde maintenant la longueur focale, ça veut dire comme la longueur du télescope, ben ça part de 400 mm jusqu'à 100 mm. Donc encore là, plus la longueur focale est grande, plus il va aller chercher des petits objets dans le ciel des profond. objets plus minuscules, on va aller chercher des objets avec plus de détails. Et si on regarde le champ de vision, parce que bon, plus que ta focale est longue, plus que ton champ de vision est petit, mais encore ici, ça peut dépendre de la grosseur de ton capteur numérique. Alors, le Stellina, par exemple, qui vaut 4000, bon, lui, il y a un champ de 1 degré par 0,7 degrés. Bon, okay. C'est quand même pas pire. Oui. Tu sais, ça veut dire que tu peux facilement prendre le soleil, la lune, tu sais, c'est minimum. Ensuite, tu as le Vespera, lui, qui est à 2500, mais toujours américain. Lui, il a environ 1,6 degrés par 0,9 degrés. Bon, c'est une belle grosseur. Et le Seastar, 1,28 degrés par 0,72 degrés. Et finalement, le Dwarf, lui vraiment, il a une focale très courte, hein, donc puis en plus, il y a 2 systèmes. Il y a 2 lentilles, 2 capteurs. Alors, il y a une de ces lentilles qui donne 3 degrés, l'autre donne 50 degrés. Alors là, vraiment, là, c'est grand. C'est un grand champ, oui. C'est ça. Et si on regarde au niveau des capteurs numériques, ben c'est des CMOS, hein, c'est tous des Sony. On voit que le nombre de pixels, c'est un peu là-dessus qu'on se base pour déterminer notre choix final. Hein. Okay. Alors, le Stellina, qui vaut 4000 américains, ben lui, est à 6,4 mégapixels. Le Vespera et le Seastar, ils ont exactement le même capteur numérique à 2 mégapixels. Et le Dwarf 2, ben lui, est à 8 mégapixels et 2 mégapixels. Bon, c'est quand même intéressant. Mais je remarque, Claude, quand même, puis tu pourras me corriger, mais on voit quand même que le Seastar, puis c'est le Vespera. Oui, le Vespera, oui. Ils se ressemblent beaucoup. Hein? Et ils sont très semblables. Et si on regarde juste le prix, ben on va s'apercevoir que le Vespera est à pratiquement 2500 américains, tandis que le Seastar est à 400 $ américains. Alors, c'est 6 fois, là. C'est une grosse différence, je trouve. Là. OK. Grosse différence pour 2 systèmes qui font probablement pas mal la même chose. Messier 42, la grande nébuleuse d'Orion, se situe dans la constellation du même nom. La nébuleuse d'Orion est un nuage diffus qui brille en émission et en réflexion au cœur de la constellation du même nom. C'est la nébuleuse la plus intense visible à l'œil nu depuis l'hémisphère nord. De nuit et en l'absence de pollution lumineuse, elle peut être facilement observée avec des jumelles. Sa structure occupe un pan de ciel de 66 par 60 minutes d'arc, soit 4 fois plus étendu que la pleine lune. Sa taille est d'environ 24 années-lumière. Cet objet correspond à la principale partie d'un nuage de gaz et de poussière beaucoup plus vaste encore. La nébuleuse d'Orion est l'un des objets du ciel nocturne le plus scruté et photographié et l'une des caractéristiques célestes les plus intensément étudiées.
la nébuleuse a révélé beaucoup de choses sur le processus de formation des étoiles et des systèmes planétaires à partir de l'effondrement de nuages de gaz et de poussière. Cette photo de la nébuleuse fut prise aux petites heures du matin dans un environnement très pollué, mais avec l'aide de filtres anti-pollution lumineuse, il est possible de faire ressortir toutes les couleurs et fins détails de l'objet. Seulement 1 heure d'exposition furent nécessaires pour nous permettre de découvrir tous les détails de son immense structure. Quoi de mieux qu'une visite au planétarium pour admirer de près ces belles images du ciel profond, prises ici même par nous à Saint-Félicien. Donc, quels sont les avantages d'un télescope robotisé? Ben, écoute, sont nombreux les avantages. Il doit y en avoir plusieurs, oui. Ben oui, parce que, tu sais, moi, ça fait longtemps que je n'en fais de la photographie, hein, et tout ce que je vais dire là, j'ai eu à le gérer, hein. Alors, se faire geler dehors en plein hiver pour faire de l'observation, ben faire de la photo, écoute, combien de fois, tu sais, que j'ai pu faire ça. Un télescope robotisé, t'es plus obligé de faire ça. Okay. Ça, c'est... aussi, t'as pas de fil encombrant. On a vu un peu dans les émissions précédentes un système robotisé un peu, là, mais il y a plusieurs fils qui sont accrochés après ça. Alors, on n'a vu aucun fil depuis tantôt. Hein. Il n'y a pas de fil sur les télescopes robotisés. En plus, c'est que quand on veut l'installer dehors, on le prend, on le place dehors sur son trépied. On a peut-être à gérer le niveau, mais après ça, c'est fini. Lui, il va tout faire tout seul. Là. Après ça, ben, un des avantages, c'est que quand si je compare ça à l'observation normale, tu sais, il y a juste une personne à la fois qui peut regarder dans l'oculaire. Avec un télescope robotisé, si tu as un cellulaire, tu peux te brancher sur le télescope et tu peux voir ce que le télescope est en train de regarder. En temps réel. En temps réel. Il le fait au fur et à mesure, il prend des photos. Oui, et naturellement, lui, il empile ses images. Directement. En temps réel, et tu vois l'image s'améliorer avec le temps. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est un gros avantage. Et souvent, ben, ces petits télescopes-là, ben, ils sont facilement transportables. Alors, tu sais, quelqu'un qui, lui, il aime ça, aller faire du camping nature, avec sa petite tente, là, puis avec sa gang, ben là, ils partent avec leur pack-sac, et ils mettent ça dans leur pack-sac, puis ils sont partis pour la fin de semaine. Et il y a quand même une bonne autonomie de ces appareils-là, souvent, là, avec les batteries. Et c'est quand même assez léger. Hein. En tout cas, il y en a certains qui sont plus légers que d'autres. Alors, un télescope intelligent est-il fait pour vous? Ben c'est ça, hein, c'est la grande question que, dans le fond, qu'on essaye de répondre, qu'on essaye d'aider les gens à trouver la réponse. Alors, est-ce que c'est fait pour vous? Ben, écoute, normalement, si vous êtes pas trop frileux avec votre cellulaire, si vous êtes à l'aise à manipuler votre cellulaire, eh bien, c'est très bien adapté pour les gens avec un cellulaire. Puis, si vous vivez dans une ville polluée par la lumière, ben ça vous permet de faire des activités d'astronomie que vous ne pourriez pas faire autrement. Alors ça peut être fait pour vous, là. Vous devriez prendre des photos aux couleurs extraordinaires, hein? Eh bien, c'est possible. On peut prendre des galaxies, des nébuleuses, écoute, là. Normalement, en ville, on se dit que c'est impossible de faire des photos. Ben, avec les appareils robotisés comme ça, c'est possible maintenant, là. Donc, un des points importants, c'est, ceux qui ont fait des installations de monture de télescope équatorial savent toute la problématique au niveau de l'alignement sur l'étoile polaire, et après ça, sur la mise en station sur le ciel. Oui. Plus besoin de ça. C'est fini, ça, ces affaires-là. On oublie ça. Puis en plus, ben, si tu veux pas rester dehors, au froid, ou tout simplement, tu veux pas rester dehors, à côté du télescope, à le surveiller, ben, t'as fait un petit feu de camp, mais tu peux aller à ton feu de camp, puis tu peux aller t'amuser là-bas avec tes amis, lui, le télescope, il travaille tout seul.
Tu laisses travailler. Alors, si ça, ce sont les questions que les gens peuvent se poser, puis que vous répondez oui, ben, effectivement, un télescope intelligent, c'est fait pour vous. Peut devenir intéressant pour faire de l'astrophotographie. Ben oui, exactement, ben oui. OK. Et les inconvénients, il doit en avoir quelques-uns? Ben, c'est sûr que il y a toujours le revers de la médaille, hein. Alors, on l'a dit un peu tantôt, il n'y a pas d'oculaire. Alors, si ton dada à toi, c'est de regarder dans l'oculaire puis de dire « Hey, moi, je vois des choses », parfait, ben, tu sais, c'est sûr que lui, il n'y a pas d'oculaire. Par contre, quand tu as un oculaire, souvent, tu vois pas de couleur, tu vois pas de détails, tandis que là, maintenant, avec ce type de télescope-là, si tu attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, eh bien, l'objet va être photographié à maintes reprises et il va y avoir un empilement d'images qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus une photo améliorée avec beaucoup de détails et de la couleur. De la couleur. Ça, je veux dire, moi, la première fois que j'ai vu ça dans un télescope robotique, je pensais quasiment que c'était pas vrai. Non, puis pour l'avoir vu aussi, puis au fur et à mesure que c'est terrible comment ça fait. Ben oui, c'est ça. Ça fait des belles photos. Bon, l'autre inconvénient, puis ça c'est important, c'est qu'il n'y a pas de flexibilité dans la configuration. Autrement dit, quand tu achètes un télescope qui a une petite lentille de 2 pouces, puis qu'il y a tel capteur dedans, ben écoute, il va falloir que tu fasses avec, parce qu'il n'y a pas moyen de modifier ça. OK. Et le plus gros inconvénient, ben, c'est que les télescopes robotisés sont en mode azimutal. Et ça occasionne ce qu'on appelle une rotation de champ. Alors, la rotation de champ, vous allez dire, ouais, mais c'est pas grave, ça. Oui, mais oui, c'est grave. Parce que ton télescope, lui, là, il suit le mouvement de la Terre, mais de façon carrée. Alors, il monte, puis il tasse. Comme un escalier. Il tasse, c'est ça, comme un escalier. Ouais. Et puis le ciel, c'est pas comme ça que ça marche. Ça s'en va doucement, avec un angle, puis l'angle change avec le temps. Ouais. Tandis que lui, l'autre, il change pas. On va montrer quelque chose tantôt qui va l'expliquer. Et bon, mais par contre, il faut quand même le dire, les logiciels pour les télescopes robotisés, ben ils compensent pour la rotation du champ. Tu sais, lui, là, le logiciel, il est capable de réaligner les étoiles d'une image à l'autre, ce qui quand même améliore beaucoup d'images. OK. Alors ici, tu sais, tantôt on parlait justement, on peut voir une animation, hein. On voit le carré jaune. Le carré jaune, c'est le télescope équatorial qui, lui, compense pour le mouvement de la Terre. Alors, on se dit, pourquoi le carré jaune, il bouge? Mais c'est parce que dans le temps, le carré jaune, il part comme ça ici, mettons, et quand il va se déplacer dans le ciel, eh bien, lui, il va tourner un petit peu. Et il va suivre parfaitement les étoiles. Alors, si on regarde sur notre animation, qu'on voit, c'est la constellation d'Orion, hein. Alors, on voit que toutes les étoiles de la constellation suivent parfaitement le rectangle jaune. Ah oui. Alors, mais tandis que l'azimutale, lui, qui est en rouge, eh bien, lui, on voit que les étoiles restent pas au même endroit sur le rectangle, hein. Ben oui. Et c'est ça qu'on dit qu'il y a une rotation du champ. Là, on va regarder peut-être, Claude, quelques photos qu'on a eu prendre avec un... Ben oui, exactement. On a 2 belles photos ici quand même. Très courte exposition. On a à gauche, là, la galaxie M51. Hein. Et à droite, eh bien, on a l'œil de Dieu, qu'on appelle. Et on peut voir que l'œil de Dieu, je l'ai photographié pas mal plus longtemps, et on voit qu'il y a eu une rotation du champ. Alors, j'ai mis les lignes là, pour montrer que les 2 coins en bas à gauche et en haut à droite sont comme légèrement coupés un petit peu plus. Mais il y a quand même les étoiles. Tu sais, je veux dire, c'est pas complètement perdu, mais c'est ça, il y a un petit décalage. Donc, qu'est-ce qui rend un télescope intelligent meilleur qu'un autre? Ben, c'est ça. C'est la grande question, dans le fond. C'est sûr que l'expérience utilisateur et l'application du cellulaire qui vont probablement faciliter l'utilisation du télescope. Alors, plus que ça va être simple, ben c'est sûr que celui qui coûte 4000, ben son logiciel va être un petit peu plus perfectionné, disons, que les autres. Mais encore là, ça, c'est à voir. Alors, de toute façon, peu importe le prix, ça, c'est une des choses qu'il faut évaluer. Et aussi, ben, c'est quoi le prix, hein?
Le prix, je pense, c'est le facteur majeur, là. C'est le nerf de la guerre. Et aussi, ben c'est ça, c'est quoi le champ de vision qu'on a dans le ciel? Ben ça aussi, c'est important. Alors, il y a toutes sortes de considérations. Et souvent, quand on connaît pas trop ça, ben c'est le prix là, qui va primer le plus là-dedans. Là. Aujourd'hui, nous verrons dans la salle des découvertes des toiles de nébuleuses en 3D. Ces toiles furent peintes par Mme Chantal Guy en utilisant une technique bien connue par elle afin que les nébuleuses soient vues en 3D lorsqu'on porte les lunettes spéciales. Mais qu'est-ce qu'une nébuleuse? Une nébuleuse, du latin nebulosus, ça veut dire flou, de nebula, qui veut dire nuage, est en astronomie un objet céleste composé de gaz raréfiés, de plasma ou de poussière interstellaire. On entend par nébuleuse toute région du milieu interstellaire particulièrement riche, soit en gaz, le plus souvent de l'hydrogène, soit en poussière interstellaire, soit des deux. Charles Messier dresse à partir de 1781 un catalogue de 110 objets, des nébuleuses, mais aussi des amas d'étoiles et des galaxies. Vous pourrez admirer 8 toiles qui sont principalement les restes d'étoiles mortes, dont le casque de Thor, le balai de sorcière, le papillon et plusieurs autres. De plus, une fiche explicative vous aidera à la situer dans le ciel et vous expliquera son origine. Quoi de mieux qu'une belle œuvre artistique pour nous en faire apprendre sur les objets du ciel profond. Donc, comme on a dit précédemment, Claude, nous, le club d'astronomie ici, les Boréalides, on a retenu le Seastar. Oui, alors le Seastar qu'on voit ici, et on voit que c'est quand même, c'est pas un gros modèle, c'est tout petit, c'est compact, ça a tous les avantages qu'on a expliqués tantôt. Ben lui, il les a. Au premier coup d'œil, c'est impressionnant. Alors ici, Marco, on voit l'interface du Seastar. Et on peut justement apercevoir la première page de l'interface et on voit des informations météo avec la Lune. On voit juste en dessous, on voit, puis tu vois qu'il est en français, hein, ça c'est nouveau ça, avec la nouvelle mise à jour. Alors ça, c'est les grandes fonctionnalités que ça peut avoir. Et juste en dessous, on voit M42 et M31, ben ça c'est des objets qu'on peut voir ce soir dans le ciel. Ils sont préprogrammés. On aura juste à cliquer dessus, puis le télescope part et il va aller directement là-dessus. Et là, on voit maintenant, on est à l'intérieur du planétarium. On a pesé sur la petite fonction qui était de planétarium. On voit la grande ours. Et on peut naviguer comme ça et aller chercher des objets spécifiques pour l'observation. Du plus du moins, c'est quand même très user-friendly. Oui, c'est très user-friendly. Le terme anglais, là. C'est ça, exactement. Possible. Et puis ça, c'est l'application qu'on va retrouver sur notre tablette ou sur notre ça, c'est ça. Tu vas l'avoir sur le cellulaire, la tablette, c'est ça. On touche pas à ça. On touche pas au Seastar. On est tout sur... le Seastar a un bouton. Ah. C'est pour l'allumer. Puis le reste. C'est ça. Donc, quelles sont les possibilités avec ce télescope? Ben, écoute, tu peux faire des expositions très longues. Tu peux faire quelques minutes à quelques heures d'exposition avec ça. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça possède un filtre anti-pollution lumineuse, on l'a vu. On a un filtre solaire avec ça. On a un chauffe-lentier. On peut photographier avec ça le soleil, la lune, les planètes. Mais je dirais que c'est surtout fait pour le ciel profond. Hein, les galaxies, les nébuleuses, ces choses-là. Et voici peut-être rapidement, on peut voir justement Messier 8, hein, la nébuleuse de la Lagune, qui a été le premier objet qu'on a photographié avec. Hein. Ça a été quelque chose. Ici, ben c'est ça, c'est l'œil de Dieu qu'on a vu tantôt, après à différentes expositions et traité par après. Alors la nébuleuse du Tréfide. On voit toutes les belles détails. différences de couleurs, le détail.
Et ici, ben c'est ça, Messier 17, hein, que moi, j'ai toujours appelé ma crevette, là, mais je vais beaucoup plus loin avec ce télescope-là, en photographie, que ce que je faisais avec mon 12 pouces, avec ma caméra que j'avais construite dans le temps. Là. À l'époque? Puis en plus, c'est en couleur. OK. Ça, c'est un gros avantage. Et finalement, ben, le soleil, la lune, hein, qui sont accessibles. Là. Puis sur le marché, présentement, avec ce qu'on a vu tantôt au tout début, ben, on peut voir que celui qui offre la meilleure qualité-prix, c'est le Seastar. Donc, Claude, c'est un télescope que tu nous recommandes? Ah, fortement, oui. Pour un débutant, c'est l'idéal. Donc, merci tout le monde de nous avoir écoutés et à la prochaine émission. Déjà, après sa mise en fonction, le télescope spatial James Webb, le plus grand et le plus puissant jamais construit, a livré d'étonnants renseignements sur l'univers qui nous entoure. Bijou d'ingénierie conçu par la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, il est capable de voir la lumière formée 13,7 milliards d'années plus tôt, aux premiers âges de l'univers. Une lumière dont le rayonnement infrarouge a voyagé pendant tout ce temps pour être finalement capté par le télescope 130 000 milliards de kilomètres plus loin. Du CO2 sur une exoplanète, des images de Jupiter d'un niveau de détail jamais égalé, la détection de galaxies inconnues particulièrement lointaines, autant de découvertes faites par James Webb, en plus de nous donner des photos impressionnantes dont les célèbres colonnes de gaz et de poussière où se forment des étoiles qui mesurent des années-lumière de long au sein de la nébuleuse de l'Aigle, M16, surnommée les piliers de la création. Et ce n'est qu'un début.